Bonjour tout le monde et bienvenue à cette révision du cours d'introduction au marketing. Pour la présente session, mon nom est Thomas Verzard, donc votre enseignant. Et comme promis, voici une petite vidéo qui reprend essentiellement les thèmes principaux de notre cours depuis le début de la session. Donc, dans le premier chapitre, essentiellement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait identifié que les consommateurs pouvaient avoir des besoins, mais que ces besoins pouvaient être exprimés différemment en fonction de différents segments du marché, différents consommateurs. Et on appellera ça une distinction entre les besoins et les désirs. Nous avons également déterminé qu'est-ce qu'on entendait par la demande qui est faite au marché et la demande qui est faite aux consommateurs, à l'entreprise, plutôt par les consommateurs. Nous avons aussi examiné toute cette question d'un peu l'approche des entreprises à commercialiser leurs produits, donc une approche production, produit, vente et finalement de marketing, entre autres. Donc, regardons un peu ces grands thèmes. La plupart de ce chapitre se concentrait essentiellement sur une présentation, une introduction des thèmes qui vont suivre dans les autres chapitres. Non demeure pour moi qu'il y a certains aspects théoriques ici qui sont spécifiques à ce chapitre. Donc, on avait déjà parlé évidemment de créer de la valeur. On s'était donné l'exemple de Uber parmi tant d'autres. Et donc, sautons tout de suite dans un peu cette leçon d'histoire, si l'on veut. Donc, l'approche production entreprise par des entreprises qui cherchent essentiellement à gagner en termes d'économie, en termes de productivité, d'efficience, d'efficacité, et très souvent en standardisant leurs produits. Donc, c'est très facile de standardiser votre produit à une clientèle qui n'a pas le choix d'acheter de vous, comme pour les entreprises du début du 20e siècle, où il y avait très peu d'entreprises manufacturières, mais il y avait une demande croissante. Et donc, on ne se concentre pas essentiellement sur les besoins des consommateurs. L'expression la plus populaire ici, évidemment, c'est que quand Henry Ford ont demandé, quand ses vice-présidents lui demandaient que les consommateurs cherchaient éventuellement peut-être différentes couleurs de voitures. Alors, il leur disait qu'ils peuvent avoir toutes les différentes couleurs de voitures qu'ils voulaient, qu'ils souhaitaient, tant et aussi longtemps que cette voiture était de couleur noire. Donc, pas très, très concentré sur les besoins des consommateurs, plus sur la capacité de l'entreprise à gagner en efficience. Et on a encore cet exemple parce qu'avec des consommateurs qui mettent énormément de pression sur les prix, bien entendu, les entreprises cherchent le plus possible à standardiser leurs produits pour satisfaire au moins ce besoin-là, mais n'offreront pas vraiment nécessairement une grande variété de produits. Donc, ça existe encore aujourd'hui. On avait mentionné que l'approche produit, c'était une approche qui était vraiment centrée sur l'amélioration constante, l'innovation des entreprises. Et évidemment, on parlait aussi que ici, les innovateurs sont tellement en amour avec leurs inventions que parfois ils tendent à négliger s'il y a réellement un besoin des consommateurs ou s'il y a vraiment un élément de différenciation ou si les consommateurs vont vouloir changer leur comportement pour s'approprier ce produit. Pour les innovateurs, il est clair que les consommateurs vont voir l'intérêt parce que les consommateurs font toujours des décisions de façon rationnelle, logique, de façon raisonnée. On sait que ce n'est pas vrai et ça explique pourquoi peut-être bon nombre de produits qui autrement semblent avoir vraiment un avantage concurrentiel connaissent des échecs lors de leur lancement. L'approche vente fonctionne très, très bien, évidemment, mais généralement seulement une fois. Donc, lorsque vous mettez beaucoup de pression sur votre client d'acheter, lorsque vous ignorez leurs besoins spécifiques et que vous regardez vraiment les intérêts uniquement de l'entreprise, le fait de commercialiser ces produits avec une approche vente ne veut pas dire que ça ne réussira pas, mais ça risque de ne pas être une stratégie qui peut être soutenue à long terme. N'en demeure pas moins, je fais un peu une distinction ici avec la vente interentreprise, business to business, ou l'approche vente consultative, collaborative, voire même transactionnelle, est très importante, demeure une constante dans les industries qui touchent plus le B2B. Et finalement, on mentionne que l'approche marketing est préconisée, une approche qui est centrée sur quoi? Vous le devinez. La seule chose sur laquelle les trois autres ne se sont pas concentrés, qui est les besoins des consommateurs, leur approche, leur niveau de confort, leurs besoins, et ainsi de suite. Et je vous ai donné un exemple ici d'une entreprise, parmi tant d'autres, qui, évidemment, s'approprie cette philosophie qui met l'accent, comme on le mentionne ici, dans cette planche, sur la satisfaction et où le marketing joue un rôle central parce que les consommateurs sont mis au centre du processus décisionnel.
Et donc, l'approche marketing se décline en 4 grands blocs, et c'est d'ailleurs les 4 grands blocs donc, de notre approche durant le cours. On mentionnait que le déclenchement du processus décisionnel des consommateurs se fait à partir du moment où il y a une différence entre l'état actuel et l'état souhaité. L'état actuel, c'est la façon que vous vous sentez, et l'état souhaité, c'est la façon que vous aimeriez vous sentir. Parfois, ceci peut être déclenché pour des raisons très fonctionnelles. Donc, votre téléphone cellulaire, vous l'avez brisé, il ne fonctionne plus, vous devez le changer, ou vos vêtements sont déchirés et vous devez les remplacer, malgré que je pense que certains d'entre vous, vous payez un extra pour ça, pour les vêtements déchirés. Par contre, on sait aussi que l'état souhaité peut changer, c'est-à-dire qu'on peut voir une possibilité qui nous rendrait peut-être plus heureux, plus satisfaits. Et très souvent, c'est le travail des gestionnaires en marketing de vous laisser miroiter des produits, des services qui pourraient améliorer votre vie. Donc, ce n'est pas votre état actuel qui a changé, c'est votre état souhaité. Mais d'une façon ou d'une autre, ce qui est important de comprendre ici, l'essentiel, c'est qu'il y a un écart significatif entre ces deux niveaux et il y a un certain stress qui se cause à l'intérieur des consommateurs. On appelle ça un déséquilibre et donc les consommateurs vont chercher par le processus décisionnel à rétablir cet équilibre, donc de satisfaire ce besoin. Votre travail, c'est de savoir quel est le besoin et plus particulièrement, pourquoi certains consommateurs vont répondre à un besoin différemment que d'autres consommateurs. Et cette différence se manifeste par un désir. Donc, certains, même si 2 personnes peuvent avoir un besoin physiologique qui est de manger, et donc un écart suffisamment grand pour déclencher ce processus décisionnel, certaines personnes vont se nourrir avec des grands cheeseburgers, pendant que d'autres vont se nourrir avec des produits végétaliens. Et les raisons qui vont motiver une décision ou une autre peuvent être liées à des préférences alimentaires, comme ils peuvent l'être par simple opposition à manger des animaux. Donc, encore là, à vous, comme gestionnaire de marketing, de déterminer avant tout quel est le besoin et après ça, comment les gens satisfont ce besoin, spécifiquement donc avec des désirs. Okay? Et donc, pour manifester justement l'importance de focuser sur les besoins, on a parlé de la pyramide de Maslow et donc des besoins hiérarchiques, donc qui commencent justement avec ces besoins physiologiques et qui se terminent par quelque chose de plus mythique, quelque chose de plus presque spirituel, donc un besoin de réalisation de soi et donc un autre concept sur lequel on revient d'ailleurs dans le chapitre sur le comportement du consommateur. On a précisé que la demande du marché, c'est la demande faite pour tous les fabricants, toutes catégories confondues d'un certain produit dans une industrie. Donc, on ne va pas louper des voitures et des téléphones cellulaires ici. On parlera juste des téléphones cellulaires et la demande faite à l'entreprise, c'est donc la part qu'occupe l'entreprise dans cette demande du marché. Et donc, vous devinerez, un divisé par l'autre vous donne la part de marché donc de votre manufacturier, de votre fabricant. On remarque que la part de marché peut varier d'un marché à un autre et très souvent, cette variation peut être expliquée par des éléments qui touchent le mix marketing. Dans un marché, notre produit, on le vend moins cher, donc théoriquement, avec une certaine élasticité du prix, les gens vont en acheter plus. Dans un autre marché, j'ai plus de compétiteurs, donc je vais peut-être vendre encore là un peu moins, ou si j'ai moins de compétiteurs, le vendre un peu plus. Sur certains marchés, le besoin est plus criant. Dans certains marchés, j'ai un plus grand réseau de distribution où je suis présent en ligne et aussi en magasin. Et peut-être dans un marché, l'influenceur que j'ai engagé juste fait un meilleur travail, donc de bien cibler les consommateurs appropriés. On sait que cette demande peut être déclinée en trois types de demandes différentes. Donc, la demande réelle, donc c'est la demande peut être prouvée. Donc, c'est la demande que j'ai déjà, donc je peux prouver que j'ai vendu tant de produits. Pendant que la demande prévisionnelle, c'est la demande que je prévois. Et cette demande peut aller en augmentant, bien entendu, et aussi peut décroître. Et elle peut augmenter ou décroître pour des raisons qui touchent donc l'entreprise ou des facteurs qui sont à l'extérieur de l'entreprise ou à l'externe. Donc, on dira qu'il y a des facteurs internes et externes qui peuvent affecter donc la demande prévisionnelle. Par exemple, si, encore là, j'augmente le point de distribution, c'est une de mes stratégies, ben, je peux prévoir que probablement mes ventes vont croître. Si je réduis donc mes efforts de communication marketing, je peux peut-être présumer que mes ventes vont être un peu en déclin. Donc, la demande prévisionnelle se définit ainsi. Et ultimement, on a aussi besoin d'avoir une demande
Donc, potentiel, ça c'est la demande maximale que je pourrais atteindre dans les conditions actuelles du marché. Donc, ça c'est si je vends absolument à tout le monde. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, pour le marché, ces composantes, on sait qu'on peut vendre aux consommateurs. Donc, on appellera ça de la vente aux consommateurs ou business to consumer. Donc, c'est les approches classiques au marketing que l'on étudie dans notre cours. On peut avoir aussi une approche plus particulière avec les entreprises. Donc, c'est de la vente inter-entreprise, business to business. Et dans ce cas-là, généralement, les enjeux sont plus grands, le processus décisionnel, il est plus long, il y a plus de gens impliqués, les enjeux sont plus grands et les représentants ici se trouvent à être plutôt des consultants, des spécialistes qui viennent accompagner les entreprises donc dans l'appropriation de nouveaux équipements, donc nouvelles technologies, tout ça pour évidemment, toujours, comme pour les consommateurs, créer de la valeur. Ici, peut-être la distinction, entre autres, des éléments que j'ai mentionnés, c'est que le retour sur investissement est une composante importante à manifester à ses clients. Mais c'est pour un cours de business to business, donc je vous le mentionne comme ça. Les intermédiaires de distribution sont des entreprises qui s'interposent entre le manufacturier et le consommateur et généralement vont faire augmenter le prix, mais en contrepartie, créer de la valeur. Et autant en amont et en aval pour les consommateurs, pour les détaillants ou encore dans le cas de distributeurs ou encore pour les manufacturiers en rapprochant bien entendu le produit des consommateurs, le rendant plus accessible et offre une multitude d'autres bénéfices. Bien entendu, à partir du moment où ces intermédiaires de distribution n'offrent plus de bénéfices ou encore que les entreprises en amont et en aval sentent qu'ils peuvent remplacer les fonctions qu'assume cet intermédiaire, on va faire de la désintermédiation et ces distributeurs ou ces intermédiaires vont disparaître, bien que leurs fonctions, les fonctions qu'ils assument, elles ne disparaissent pas, elles sont juste assumées par les entreprises en amont et en aval qui vont maintenant aussi prendre ces marges de profit, mais se trouvent avec donc toutes les responsabilités. Donc, le marketing à l'État est quand même vastement différent dans la mesure où très souvent, on va procéder par appel d'offres. Donc, ici, évidemment, il est important quand même d'avoir de bons contacts avec le gouvernement et on parle de contacts tout à fait légitimes et légaux pour qu'on puisse, évidemment, quand les gens du gouvernement tendent l'oreille, bien entendu, qu'on puisse manifester, évidemment, notre offre de produits ou de services. Et finalement, les marchés internationaux, où c'est essentiellement du marketing, mais là-bas. Et là, évidemment, la grande différence, parmi de nombreuses différences, on retrouve évidemment les différences culturelles qui se manifestent dans tous les éléments du mix marketing et qui généralement viennent assurer un succès, mais plus souvent qu'autrement, qui viennent donc amener un certain échec aux entreprises qui démontrent une faible sensibilité culturelle aux instances gouvernementales, donc par exemple, mais plus particulièrement, très souvent, donc aux rituels, aux habitudes, aux coutumes, aux traditions, aux façons de voir les choses, évidemment, des consommateurs. Donc, évidemment, les échanges entre donc les consommateurs et les entreprises, ultimement, dès le départ, évidemment, il faut focuser sur le besoin des consommateurs, sinon on n'a pas vraiment un jeu de domino ici. Le premier domino doit tomber qui est de satisfaire le besoin réel ou latent des consommateurs. Donc, bien entendu, on va essayer de créer ces genres de liens à long terme avec ces consommateurs, de toujours être donc en harmonie donc avec les besoins exprimés ou latents des consommateurs. Et bien entendu, on va chercher cette optimisation en offrant le meilleur produit ou service que l'on peut, tout en assurant une rentabilité à l'entreprise. Si on fait bien notre travail, on va bien établir cette relation client par ce service à la clientèle, par des outils technologiques qui vont nous permettre de garder le contact avec ces clients, d'assurer une valeur à long terme d'un client qui essentiellement va se traduire dans une équité de clients qui est la différence essentiellement entre une marque générique et une marque connue, essentiellement, donc juste le nom de l'entreprise. Et les clients sont fidèles à long terme, bien entendu, parce que vous satisfaisez leurs besoins. Et évidemment, ces clients-là, ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'ils sont satisfaits, bien, qu'ils resteront fidèles. Ce n'est pas toujours le cas. On peut satisfaire un client, mais qui regarde ailleurs. Et donc, on décrira que la fidélité est décrite spécifiquement comme la conservation du client
donc pendant pendant une certaine période. Donc, plus que le client reste avec nous longtemps, plus qu'il est considéré fidèle. On pourrait aussi considérer que plus que nous avons la part du client, c'est-à-dire la proportion des achats qu'un client fait pour un certain type de produit ou dans une certaine industrie, mais plus que la part qui nous appartient, elle est élevée, il y a plus que le client fidèle. Donc, si vous faites de l'épicerie, si vous dépensez 100 par semaine en épicerie, ben, si vous dépensez 60, 70 ou 80 chez Métro, bon, on dira que vous êtes un client fidèle parce que bon, vous allez voir 20 ou 30 chez IGA ou dans les autres supermarchés, mais que vous êtes majoritairement chez nous. Et donc, dans ce sens-là, on considérera que vous êtes fidèle. Donc, on voit ici le modèle intégrateur du marketing. Et donc, on est toujours vraiment ici au tout début et tout particulièrement dans l'exploration de la valeur. On va évidemment, pour le faire, analyser notre marché, planifier donc notre démarche par une mise en œuvre stratégique et tactique et ultimement s'assurer que ce que nous avons fait a fonctionné par des indicateurs de performance ou encore, et dans ce cas-là, peut-être si ça fonctionne, de continuer, si ça ne fonctionne pas, de peut-être réviser peut-être ses objectifs ou encore ses indicateurs de performance. On a parlé un peu de l'avenir du marketing ici et tout particulièrement de l'effet de la mondialisation et des progrès technologiques. Et on a ultimement présenté quelques questions relativement à l'éthique qui se déclinent dans chacun des éléments du mix marketing. Et clairement, lorsque vous vous posez la question si vous devriez le faire, vous ne devriez pas le faire, ce n'est pas nécessairement illégal, mais peut-être ça manque d'éthique. Et donc, c'est important pour nous de considérer ces informations sont généralement pas gardées secrètes pendant très longtemps donc par les consommateurs. OK? Donc, premier chapitre. Donc, ouvrons maintenant, ou je vais ouvrir, donc notre deuxième chapitre, donc qui se voulait la planification marketing. Et donc, donnez-moi juste un petit instant. Je vais m'assurer de bien ouvrir le bon document. Pas très, très long. J'ouvre le deuxième document. OK. Et donc, on y va pour le partage d'écran. Et là, ça fonctionne. Et donc, on est dans la planification marketing. Donc, évidemment, toute démarche requiert un plan d'action. D'accord? Et ce plan d'action est important parce que, d'entrée de jeu déjà pour vous, mais parce que vous êtes gestionnaire, vous avez une équipe autour de vous, tout le monde s'attend à voir un peu le mot d'ordre. Donc, est-ce qu'il y a une séquence pour livrer de la valeur pour les consommateurs et de capturer la valeur en échange? Eh bien, la réponse est bien entendu, c'est oui. Et donc, on l'aborde ici, donc, dans ce chapitre. Donc, on fait une distinction. Déjà, on parle justement d'analyse stratégique et on va parler justement donc, de notre modèle FFOM. Et plus tard, on parle de segmentation et ciblage, mais ça, c'est un petit peu plus tard. D'accord? Donc, on a déjà on a discuté de la fonction qu'occupe le marketing donc, dans le stratagème général de l'entreprise. Donc, lorsque l'entreprise propose donc un objectif d'entreprise, donc par exemple d'augmenter les revenus, l'entreprise pourrait aborder satisfaire cet objectif par une multitude d'approches liées aux différentes fonctions de l'entreprise. Et puisqu'on est en marketing, on lève la main en marketing et nous croyons que nous comprenons que nous avons un certain problème en marketing et donc notre objectif va être de régler ce problème et par des stratégies, des tactiques, donc de mon PowerPoint précédent. On fait une distinction ici entre la mission et la vision de l'entreprise. Donc, je vous ai mentionné que c'était la différence entre aujourd'hui et demain. Donc, la mission de l'entreprise, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et la vision, c'est ce qu'on fait demain. Dans les deux cas, ça doit être quand même, ce sont des visions et missions, une mission et vision plutôt, donc ambitieuse plutôt, parce qu'évidemment, on veut inspirer les gens autour de nous, nos employés, donc nos actionnaires, donc nos partenaires dans la chaîne de distribution et bien entendu les consommateurs et nos clients. Donc, le plan marketing en 3 étapes, l'analyse, la stratégie et le programme d'action. D'accord? Donc, ce plan de marketing détaillé commence par l'analyse de la situation, continue par cette détermination des objectifs, l'affectation des ressources et donc la suite, comme vous voyez ici dans les PowerPoint. Donc, c'est important de comprendre ces éléments-là, de comprendre cette séquence.
Donc, l'analyse de la situation, évidemment, on regarde un peu, on fait de l'introspection, on regarde qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, mais on regarde aussi qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, on va dire que cette analyse passe par une analyse situationnelle, un situational analysis en anglais, le FFOM, le modèle FFOM, ou en anglais, le modèle SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Et la grande distinction ici à comprendre, c'est que c'est des forces et des faiblesses sont internes et contrôlables de l'entreprise, pendant que les opportunités et menaces sont des facteurs externes et incontrôlables. Et donc, c'est très important. Donc, par exemple, dans votre examen, si on vous questionne sur ces éléments-là, de vous arrêter pour un moment et dire, est-ce que cet élément-là, c'est le fruit d'une décision que que nous avons pris en entreprise, ou est-ce que ça semble comme une tendance dans le marché? Si c'est une tendance, c'est clairement une opportunité, une menace, et si ça relève de l'entreprise, bien, clairement, ça va se caser dans les forces ou les faiblesses parce que c'est interne et contrôlable. D'accord? Donc, on s'est donné beaucoup d'exemples ici pour détailler ce que c'est une opportunité et une menace. Dans la deuxième partie, on va se donner un objectif. Comprenez qu'un objectif est important si on veut se donner des indicateurs de performance. D'accord? Donc, cet objectif, il est SMART, donc spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et limité dans le temps. Et il s'énonce pardon, en commençant avec un verbe. On précise après ça, cette action doit être prise sur quel élément, et après ça, on va se donner un indicateur de performance donc chiffré, donc un chiffre, de quel pourcentage, de quel nombre, et on va se donner une question, un élément temporel. C'est pas assez de dire que je veux grimper la montagne, ben, je veux grimper la montagne d'ici les 6 prochaines heures. D'accord? Donc, ici, on va se donner cette question temporelle, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 5 ans. Bref, toujours quelque chose qui est réaliste et quelque chose qui est intéressant à poursuivre. D'accord? Donc, un objectif d'augmenter mes ventes de 0,5 dans les 5 prochaines années. Oui, ça respecte la consigne, mais ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement attirant. On va s'assurer d'affecter les ressources appropriées, qu'elles soient techniques, humaines, ainsi de suite, ce qui est normal. Et nous allons déterminer la stratégie marketing, très important. On va déterminer par la segmentation et le ciblage les clients que l'on souhaite on souhaite accompagner ou de servir. Donc, cette première étape de segmentation, c'est de comprendre comment les gens donc, sont rassemblés dans le marché. Donc, ce n'est pas nous, comme entreprise, ce n'est pas notre entreprise qui décide comment le marché est segmenté. Les gens ont tendance à juste se regrouper en fonction de certains facteurs. Donc, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. La question, c'est comment se ressemblent-ils? Et ça, nous discutons plus tard sur le chapitre sur la segmentation. Et après ça, bien entendu, quels clients souhaitons-nous cibler? Le troisième point, positionnement, quelle place espérons-nous occuper dans l'esprit des consommateurs qui sont bombardés continuellement donc de messages et se souviennent vraiment de très peu sur notre entreprise, peut-être un mot, deux mots. Donc, on va voir que le positionnement se fera sur des attributs déterminants et sur lesquels on peut compétitionner, évidemment. Et finalement, comment on peut, par très souvent l'innovation, se différencier donc de nos compétiteurs. D'accord? Donc, la segmentation, évidemment, c'est la décomposition d'un grand marché en sous-marchés de gens qui se ressemblent. Et le ciblage, c'est de savoir lequel de ces consommateurs souhaitons-nous cibler. On s'est donné quelques exemples ici de la différence entre les objectifs, les stratégies et les tactiques. Donc, je n'y reviendrai pas. Vous pouvez les voir textuellement ici dans les PowerPoint. Très important de comprendre que la différence entre une stratégie et une tactique, lorsque vous la voyez devant vous écrit, si ça semble un peu flou, pas très, très clair, c'est une stratégie. Si ça semble vraiment très explicite, très clair, alors là, et parfois même chiffré, bien là, vous avez vraiment quelque chose, une tactique. D'accord? Donc, si vos employés se demandent, oui, je comprends, vous voulez on accomplisse cet élément-là, puis que de façon générale, c'est comme ça que vous souhaitez le faire, mais je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire lundi matin. Bien, vous êtes dans les stratégies et votre employé vous demande de préciser les tactiques. OK? Cinquième étape, évidemment, détermination du mix marketing. Donc, c'est nos 4 P, produit, prix, place et promotion. OK? Donc, la mise en œuvre, bien évidemment, donc, c'est les actions qu'on va entreprendre. Donc, la détermination de quel devrait être, par exemple, l'emballage du produit, quel devrait être le prix auquel on devrait le vendre. Est-ce qu'on vend en ligne ou est-ce qu'on vend en magasin? Et finalement, comment souhaitons communiquer la valeur, essentiellement communiquer les 3 autres éléments du mix marketing?
Ça va? Donc, sur quel réseau social? Est-ce que ça va être avec un influenceur, influenceuse? Laquelle? Pourquoi? Et ainsi de suite. Ça va? Donc, cinquième élément, c'était la détermination. Et finalement, pardon, on arrive à cette question de contrôle. Et on avait mentionné que la grande différence entre le tableau de bord et un audit marketing, c'est essentiellement que le tableau de bord nous donne une grande quantité d'informations, mais un peu superficielle. Ça nous dit ce qui se passe dans l'entreprise, mais pas nécessairement pourquoi. L'audit nous permet d'aller creuser un peu plus loin et avec des indicateurs de performance, peut-être nous dire pourquoi ces éléments-là ont eu lieu et donc ça nous donne une meilleure vision sur est-ce que j'ai accompli ces objectifs, pourquoi j'ai accompli et pourquoi pas, et donc est-ce que j'ai à réviser certains de ces éléments-là. Ça va? Alors ça, c'était notre deuxième chapitre. Donc, je ferme cette présentation. Et je vais ouvrir donc notre troisième, qui est l'analyse des environnements. L'analyse des environnements reprend un petit peu les éléments du deuxième cours et nous donne une perspective plus spécifique sur ce modèle de l'analyse situationnelle. Et là, vraiment, on va décliner dans des façons, donc des modèles qui vont nous permettre de voir un peu le monde avec un peu plus cadré. D'accord? Et ici, essentiellement, donc, si j'y vais, hop, OK? Donc, on va essentiellement regarder quels sont ces facteurs, quels sont ces modèles, les sous-modèles qui nous expliquent est-ce que c'est une force-faiblesse, est-ce que c'est une opportunité-menace. Donc, il sera important de comprendre, de réviser donc, le premier modèle qui s'appelle la chaîne de valeur, qui nous propose donc toutes les forces et les faiblesses de l'entreprise. Lorsqu'on étudie le micro-environnement, et ça peut varier d'une session à l'autre, mais le micro-environnement, on va étudier essentiellement tous les facteurs qui vont rejoindre l'industrie dans laquelle je baigne. Donc, ça va être des facteurs qui ne vont pas seulement m'affecter, mais les autres joueurs de mon industrie. Et donc, on va utiliser le modèle des 5 forces de Porter. Et finalement, donc, si on regarde de façon très macro l'environnement, donc des facteurs qui peuvent affecter mon industrie, mais aussi possiblement d'autres industries, on parlera du modèle Pestel. OK? Et donc, pour regarder ces éléments-là, donc la chaîne de valeur, donc si j'y vais, donc dans la chaîne de valeur, OK? La chaîne de valeur, les composantes de l'environnement interne de la chaîne de valeur, en voici. Et vous avez également donc le modèle classique de la chaîne de valeur, donc à partir des activités de soutien et des activités principales. Évidemment, en marketing, on est là juste en bas dans le mauve, donc c'est notre contribution, mais ultimement, toutes les fonctions de l'entreprise vont chercher à créer cette valeur. Et c'est dans ce modèle qu'on va regarder toutes les forces et les faiblesses de l'entreprise. Si nous avons des faiblesses, ce n'est pas nécessairement absolument essentiel de les corriger si jamais il n'y a pas de grandes menaces dans le marché. N'en demeure pas moins que ces faiblesses peuvent miner sur la crédibilité de l'entreprise, la capacité de développer des marchés. Et en ce sens-là, il va falloir les rectifier. Mais pour le moment, on n'a pas encore décidé ce que l'on fait. Très important, on est dans l'analyse. Un peu comme un médecin qui diagnostique une situation. Le médecin ne donne pas des pilules tout de suite. Le médecin va tâter le corps du patient, va demander des questions, va s'interroger, va étudier, va regarder ce qui se passe. Et on est dans cet aspect-là. On n'est pas encore dans les décisions stratégiques. Donc, je vous ai donné une multitude d'exemples ici pour illustrer des facteurs internes. Et si on passe à des facteurs externes, donc on verra que le premier facteur, la première catégorie, c'est donc les 5 forces de Porter, où on étudie déjà au centre donc la concurrence. On a mentionné que cette concurrence peut être intra-type ou intertype. Intra-type, ce sont des entreprises qui font essentiellement la même chose que nous. Et donc, on regarde un petit peu autour de nous pour voir qu'est-ce que ces entreprises font et où notre avantage concurrentiel pourrait se retrouver. C'est sûr qu'on pourrait être accusé d'avoir un peu de myopie, c'est-à-dire de voir juste les choses qui sont tout près de nous. Et les entreprises qui ont un peu plus de vision vont utiliser une approche très souvent d'intertype. C'est-à-dire qu'essentiellement, ils vont regarder non pas que le client a besoin de mon produit, mais le client ou la cliente cherche un besoin qui est satisfait par mon produit, mais qui pourrait peut-être être satisfait par d'autres produits aussi. Et là, je vais m'inspirer donc de mes compétiteurs directs, mais de mes compétiteurs indirects aussi. Donc, les 5 composantes de 5 forces de Porter, vous les voyez ici donc à l'avant.
Et donc, vous voyez comment la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, les produits substituts ou les produits de négociation des fournisseurs peuvent être une source donc d'opportunités, certainement pour les entreprises qui sont déjà à l'intérieur. S'il y a par exemple une barrière à l'entrée, les gens ne peuvent pas rentrer, ou encore parce que mes clients ne peuvent pas facilement changer de produit. Pensez à Apple, par exemple. Lorsque les clients ont des produits Apple, ce n'est pas évident pour eux de substituer leurs produits Apple à partir du moment où ils ont un téléphone, ils ont le Apple TV, ou ils ont le iWatch, et ainsi de suite. L'ergonomie qu'a créé Apple a fait en sorte justement de réduire cette menace de produits et de services substituts. Donc, en créant cet écosystème. Et bien entendu, au centre, vous avez la rivalité entre les concurrents. Maintenant, si on regarde le macro-environnement, le macro-environnement est beaucoup plus grand. Donc, on va du petit ou du très près de moi dans la chaîne de valeur à quelque chose qui est quand même près de moi, mais qui affecte les joueurs de mon industrie dans les 5 forces de Porter et finalement, donc, dans le macro-environnement. Et on appellera ça le modèle PESTEL simplement parce que chacune des dimensions commence avec la lettre donc, de l'acronyme PESTEL, donc P pour politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Et donc, c'est important de pouvoir reconnaître ces éléments-là. Encore là, on s'est donné beaucoup d'exemples pour des facteurs politiques, économiques, des facteurs sociaux, que ce soit démographiques ou autres, ou des besoins des consommateurs, des changements en termes de leurs habitudes de consommation, où ils habitent, et ainsi de suite. D'accord? Et évidemment, donc, le facteur technologique, qui très souvent, parmi tous les facteurs du PESTEL, est le plus dangereux. Vous en souviendrez pourquoi? Parce que c'est celui qui nous arrive rapidement, beaucoup plus rapidement que des changements sociétaux. D'accord? Donc, on peut descendre dans la rue et prôner pour un changement dans la façon qu'on l'on vit, mais très souvent, ces genres de changements tendent à prendre un peu longtemps. Pendant que les changements technologiques sont une source de menaces assez frappante et très souvent, elles arrivent très rapidement. Donc, l'important de garder un œil. Un facteur écologique, bien entendu, donc un facteur écologique de plus en plus important à partir du moment où non seulement c'est des menaces, donc où l'eau monte littéralement, par exemple, l'eau m'a monté à Houston et tout d'un coup, les entreprises qui fabriquent des micropuces américaines n'étaient plus capables de livrer. Mais il y a aussi ici une composante de réduire, une volonté, une tendance dans le marché de réduire notre empreinte carbone. Et beaucoup d'entreprises ne feront pas affaire avec d'autres entreprises qui ne sont pas capables de démontrer un effort en ce sens. Donc, ça devient une opportunité ou une menace, dépendant à quel point vous êtes sensible à ces genres de questions et les facteurs légaux ultimement aussi. OK, pour terminer ce chapitre, on avait parlé du système d'information marketing qui se déclinait essentiellement en données secondaires internes, donc c'est les données de l'entreprise qui existent, encore les données secondaires externes, encore des données qui existent. On appellera ça de l'intelligence marketing, soit dit en passant. Dans un cas comme dans l'autre, ces données secondaires internes et externes, ce qui les distingue des données primaires, c'est que ces données existent quelque part, ont été publiées. Elles ne sont pas nécessairement gratuites. Vous avez des banques de données qui peuvent être très dispendieuses, mais qui vont vous donner la réponse aux interrogations sur le marché que vous posez. Vous pouvez également aborder ça par des articles de journaux, Google ou encore l'intelligence artificielle. Donc, ces genres de bases de données vous donneront des informations parce que ça existe. À la différence de la recherche marketing, où vous devez aller chercher cette information pour la première fois, principalement parce que les données secondaires qui existent, qu'elles existent à l'intérieur ou à l'intérieur de votre entreprise ou à l'externe, ne sont pas suffisamment précises, ne sont pas suffisamment à jour. Bref, elles ne sont pas assez valides ou fiables pour prendre des bonnes décisions en marketing. Et pour ces raisons-là, donc peu importe la raison pour laquelle elles ne sont pas fiables ou valides, elles ne vous permettent pas de prendre une décision qui, elle est valide et fiable. Et pour cette raison, vous allez devoir chercher cette information. En allant chercher cette information ou faire de la recherche par vous-même ou en donnant ça ou essentiellement en confiant ça à une entreprise de recherche marketing. OK, donc il y a tout un processus logique ici. Pourquoi je dépenserais de l'argent sur de la recherche marketing si j'ai déjà ces informations dans mes bases de données?
Alors, voici toutes les raisons pour lesquelles j'irai en recherche marketing et pour les raisons pour lesquelles les données secondaires ne sont pas assez bonnes. Et finalement, dans la recherche marketing, on avait décliné trois grandes donc, approches. L'approche exploratoire, donc lorsqu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est difficile pour nous de mettre un chiffre sur un aspect que l'on ne connaît pas encore. Donc, vraiment avec une grande ouverture d'esprit, très souvent en recherche qualitative, on va essayer d'explorer, on va essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Ça peut être par exemple l'observation dans un magasin, de voir pourquoi les gens, je remarque que les gens, ils prennent mon produit dans leurs mains, ils le regardent et puis ils le remettent sur les étagères. Bon, je ne sais pas pourquoi encore, mais j'observe et je réalise que, il y a peut-être un problème. Et donc, ultimement, je vais aller dans une recherche descriptive pour essayer de voir quel pourcentage de gens font ça et de comprendre par rapport à certaines dimensions, déjà quelles sont les dimensions déterminantes, par exemple pour l'emballage, qui est importante, et après ça, évaluer qu'est-ce que les gens pensent de mon emballage. Et ça me permettra peut-être de passer dans une approche causale qui, elle, cherchera essentiellement l'effet de cause à effet. Est-ce que c'est parce que l'emballage est rouge que les gens n'aiment pas, ou est-ce que c'est parce que mon emballage ne mentionne pas le pays d'origine? Il peut y avoir une multitude de raisons. Et là, je vais manipuler une variable, donc l'emballage, et je vais voir l'effet peut-être sur la proportion des gens à peut-être le mettre dans leur panier, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle de la recherche causale. Ça va? Donc, ça, c'est essentiellement notre troisième chapitre. Donc, je vais arrêter de partager ça. Je vais prendre un peu d'eau. Et passons maintenant, donc, à notre prochain chapitre. Donc, j'y vais. Que voici. Permettez-moi. Donc, je partage mon écran. Hop. Partage. Et nous voilà. OK? Donc, un chapitre hyper intéressant. Donc, le comportement du consommateur. Alors, si le marketing vous dit ce que les gens font, le marketing ne vous dit pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Alors, le comportement du consommateur cherche justement à explorer les raisons pour lesquelles certaines personnes ne prennent pas des décisions toujours de façon rationnelle. Alors, le fait qu'ils le font et qu'ils ne le font pas, ces consommateurs, peu importe, pour nous, c'est important de le comprendre et donc de s'ajuster. Donc, regardons le comportement du consommateur. Donc, le comportement du consommateur s'inscrit dans l'exploration de la valeur. On est dans l'analyse de l'environnement, évidemment. Et nous avons commencé, et nous avons regardé essentiellement ce PowerPoint ou cette planche qui nous disait que le modèle général du comportement du consommateur donc, vient se relier, vient s'attacher au processus décisionnel, qui lui se décline en 5 étapes, et que 4 grandes catégories vont venir affecter donc la vitesse à laquelle vous passez à travers ce processus décisionnel et donc l'impact que ces facteurs vont avoir aussi sur votre recherche d'informations, sur votre susceptibilité à l'influence sociale, et ainsi de suite. Donc, si vous êtes capable d'identifier ces 4 grandes catégories et les variables, vous êtes assez prêt pour les questions qui vous attendent dans un avenir très près. OK? Donc, on a mentionné que dans un premier temps, il était important de comprendre le degré d'implication. Donc, c'est la quantité d'investissement que je vais faire dans ce processus décisionnel et que celui dépend évidemment des risques que je vais entreprendre. On a parlé aussi que ces risques pouvaient décliner dans un continuum de comportement de prise d'achat, qu'on va voir dans un instant, et que ces décisions, durant ce processus décisionnel, pouvaient se faire de façon rationnelle ou irrationnelle, ou une combinaison des deux. Donc, ce continuum, si vous voulez, à un extrême, on a des prises de décision qui sont habituelles et d'autres, des problèmes étendus, résolution de problèmes limités au centre. Et dans tous les 3 cas, essentiellement, c'est le mot risque qui revient continuellement. Un risque lié à la performance du produit, à notre familiarité avec le produit, les risques financiers attachés à ce produit, à la quantité d'efforts que je dois faire pour déployer, pour faire de la recherche, pour m'approprier, pour connaître ce produit. Et donc, tout ça vient évidemment affecter le degré d'implication. Ça va? Donc, certains produits se tombent automatiquement dans ces catégories. Bien entendu, ça varie en fonction d'un segment à un autre, mais pour le commun des mortels, je pense qu'on est assez clair que donc c'est le cas. Donc, des décisions se prennent de façon rationnelle parfois. Donc,
parfois les produits sont vraiment juste très utilitaires, comme par exemple notre tour Wi-Fi. Ceci étant dit, même le design ici de la tour Wi-Fi a une composante affective ou émotionnelle, voire même hédonique jusqu'à un certain point. Elle ne contribue absolument à rien parfois, donc à la fonctionnalité, mais c'est quand même important. Donc, oui, il peut y avoir des produits qui sont absolument parfaitement utilitaires, par exemple des pilules. D'accord? Le pharmacien va prescrire. Mais sinon, ben, ça va tomber dans un autre, dans une autre, si vous voulez, un autre continuum, si vous voulez, pour ne pas utiliser le même mot, où on a essentiellement un impact émotionnel, voire même hédonique, comme celui qu'on a décrit, par exemple, pour les biscuits Oreo. La situation d'achat va affecter aussi, donc, comment on passe à travers ce processus décisionnel, que ce soit évidemment pour une utilisation, comme je mentionnais tout à l'heure un peu plus, utilitaire ou fonctionnel, ou encore quelque chose où l'impact social risque d'avoir être une composante à considérer dans l'achat. Ça va? Donc, encore quelques exemples ici pour l'implication. Alors là, on passe au processus décisionnel, lequel est déclenché, comme je le mentionnais tout à l'heure, par un déséquilibre. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de se remettre en équilibre, de l'homéostase, donc remettre essentiellement en équilibre. Et donc, tout le reste du processus décisionnel sert à rétablir cet équilibre. Votre travail le plus important, c'est de comprendre, comme marketer, qu'est-ce qui a déclenché ce besoin? Qu'est-ce qui a déclenché ce déséquilibre? D'accord? À partir du moment où les gens sentent qu'il y a un déséquilibre dans leur vie, ils vont passer à la deuxième étape, qui est la recherche d'informations, c'est-à-dire où pourrais-je régler ce problème? Et le premier endroit où ces gens-là vont aller, c'est une source d'information interne qui, comme vous le savez, c'est le coco, c'est la mémoire. Donc, c'est clair que lorsque j'ai faim, je suis en classe, là, je commence à avoir un déséquilibre, ça fait glou-glou dans mon ventre, et je me dis, ah, je vais manger, j'ai vraiment faim. Le premier endroit, ben, c'est donc dans votre mémoire. Ça, la dernière fois, j'ai acheté ça dans la machine distributrice, mais ce n'était pas très, très frais. Ah, ça ne me plaît pas. Ah, je pourrais aller au dépanneur, mais c'est vrai que c'est un peu loin. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir à mon cours à temps. Ah, il y a la cafétéria, ça, c'est intéressant, mais peut-être la variété ou le prix est un peu, la variété n'est pas assez grande ou le prix n'est pas assez compétitif. Bref, ça va vous donner déjà un portrait de où vous pourriez régler cette situation. Donc, et à défaut d'avoir cette information en mémoire, ou si cette information est insuffisante, donc en fonction de votre déséquilibre, vous allez dans une source d'information externe qui, elle, peut être de nature commerciale, par exemple des publicités, de communication marketing, mais peut être de nature non commerciale aussi, comme par exemple des sites du gouvernement, des amis, des connaissances, et ainsi de suite. D'accord? La quantité de recherche d'informations que vous allez faire, bien entendu, va dépendre du degré d'implication qui, lui, dépend évidemment du degré de risque associé à faire un mauvais choix. Donc, lorsque vous évaluez des alternatives, généralement, les gens vont se référer aux marques qui leur viennent dans l'esprit le plus rapidement. On appellera ça l'ensemble de considérations ou l'ensemble évoqué. On appelle ça en anglais le top of mind, la terre promise pour les marketeurs. Et bien entendu, les consommateurs partent, une fois que la recherche d'information est complétée, à partir de certains attributs donc déterminants. Donc, la question, c'est quels sont ces attributs? Ce qui est important parce que pour chaque produit, on va se retrouver avec des attributs déterminants généralement dans notre segment de notre marché. Et lorsqu'on va prendre des décisions, bien, ces décisions vont se faire en fonction de ces attributs déterminants. Mais dans certains cas, lorsque je regarde un produit, dans certains cas, je ne suis vraiment pas très, très négociable. C'est-à-dire que je me dis que j'ai besoin de ces 5 attributs et que je ne suis pas négociable. C'est les 5 ou c'est rien du tout. Et dans ce cas-là, ce qu'on dira, c'est qu'un attribut, même s'il est plus fort, donc par exemple, le prix est vraiment inférieur, donc l'attribut est plus fort, ou pour une paire d'écouteurs, même si le design est absolument de loin meilleur que je pensais, ou le son est de loin meilleur que je pensais, ne peut pas compenser pour un autre attribut qui est déterminant, qui est très, très faible. Donc, les 5 attributs doivent me satisfaire. Et si c'est le cas, on sera dans une règle de décision, ce qu'on appellera non compensatoire. Pourquoi? Parce qu'un attribut qui est fort ne peut pas compenser pour un attribut qui est faible. À l'inverse, dans certains cas, et vous le savez, vous avez déjà été dans une situation d'achat où vous vous êtes dit, ouais, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais c'est sûr que
Ça, c'est vraiment intéressant. Vous cherchez une paire de skis, puis vous dites, ouais, c'est plus cher que je voulais dépenser, donc ça ne satisfait pas cet attribut. Votre exigence sur cet attribut, mais je ne m'attendais pas à pouvoir acheter cette marque. Et là, vous dites, ouais, finalement, c'est correct. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'on remarque, c'est que la force d'un attribut peut compenser pour la faiblesse d'un autre attribut. Et ça, c'est un modèle compensatoire. Pourquoi? Parce que un compense pour l'autre. Ça va? OK, donc ça, c'est les modèles de décision que nous avons examinés et on s'est donné plein d'exemples intéressants. OK? Et donc, je reviens juste un élément rapidement, que la décision d'achat, évidemment, n'est pas faite en vase clos. Donc, vous avez des influences que vous subissez. Et dans une famille, bien, ces influences, c'est très souvent donc les gens avec qui vous habitez, que ce soit vos enfants ou ainsi de suite. Donc, on ne peut pas les ignorer. Et très souvent, l'acte d'achat, donc l'environnement physique de l'endroit, peut aussi avoir un impact. Vous penserez aux exemples qu'on s'est donnés. Donc, tout ce qui est un stimuli des sens, que ce soit visuel, olfactif, ou ainsi de suite, l'environnement qu'on crée dans un magasin peut avoir un impact sur l'achat d'un client. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de magasins investissent beaucoup dans cette ergonomie, dans cet espace, dans ce design. Pensez à des restaurants où le repas est correct, mais que le design du restaurant est absolument extraordinaire. Donc, et finalement, on va évaluer, faire cette évaluation post-achat qui, elle, espérons, nous mènera à la satisfaction. Et donc, on sait que nous avons donc quelques modèles que nous avons discutés. Donc, l'important ici, c'est de regarder l'écart entre les attentes et la performance perçue. Et donc, c'est important pour nous de veiller au genre de promesses que l'on fait, mais aussi, c'est de veiller aussi sur les attentes des clients. D'accord? Donc, parce que c'est l'écart entre les deux qui va déterminer cette confirmation des croyances ou non et qui mènera à la satisfaction et peut-être à une fidélité. Mais disons que là, on est dans un autre terrain. Ça va? Donc, on regarde, regardons certains de ces éléments-là. Donc, on regardait, par exemple, l'influence interne. Donc, vous les avez ici. On avait dit que la motivation, essentiellement, c'était un facteur, qu'on est motivé essentiellement de satisfaire un besoin. Donc, on est poussé à satisfaire un besoin. Et on s'était donné plusieurs exemples. Donc, on reprend l'exemple ici de Maslow. On avait parlé que la perception, elle, se déclinait en 3 étapes. Donc, on est exposé à un message. Si on est exposé à un message, la question, c'est est-ce qu'on y a porté attention et est-ce qu'on l'a interprété comme il faut? Donc, ces 3 étapes-là sont importantes parce que déjà, beaucoup des messages ne rentrent pas. Donc, si je ne les vois pas, je les entends, je ne les sens pas, je ne les touche pas, et ainsi de suite. Donc, il sera impossible pour moi d'aller étudier ou d'analyser, de décortiquer ce stimuli dans mon environnement de façon plus approfondie. Donc, on a des seuils sensoriels qui nous empêchent ou on empêche volontairement donc ces stimuli de rentrer. Donc, on avait étudié les seuils sensoriels et l'exposition sélective des individus et on avait présenté des façons de contrer ces éléments-là. Ça va? On avait parlé de défense perceptuelle, entre autres, justement, où les gens ne prêtent pas nécessairement attention à certains messages, à moins qu'il y ait un besoin, à moins que les gens soient motivés à le faire, à moins qu'il y ait un intérêt, et ainsi de suite. Donc, des éléments donc, à relire. Et j'avais présenté justement quelques exemples de comment on pouvait contrer ces éléments-là. Donc, la question maintenant, c'est si vous avez été exposé au message et que vous y avez prêté attention, est-ce que vous l'avez interprété comme il faut? Donc, très souvent, les consommateurs vont s'investir et s'ils ne sont pas capables de l'interpréter, bien, ils vont être frustrés. Et puisque les êtres humains ne peuvent pas vivre avec ce genre d'écart ou de ce genre de déséquilibre, bien, parfois, ils vont très souvent même donner une signification qui est erronée à ce stimuli. Donc, ils vont dire, ah, OK, c'est ça que ça veut dire, mais à vrai dire, ça ne voulait pas dire ça. Donc, la question pour nous, c'est comment les gens interprètent un message. Et pour interpréter un message, c'est donné plusieurs exemples, on va parler justement de cette interprétation qui peut être minée, évidemment, en fonction de ce que je connais déjà. Et donc, quand on parle de connaissances, on va dire que les gens font certaines inférences, qui est essentiellement comme un peu un puzzle, c'est-à-dire de compléter une image où tous les morceaux ne sont pas là, ou de tirer une conclusion à partir d'informations incomplètes. Mais aussi cette question de catégorisation mentale. Les inférences, donc on avait mentionné qu'on pouvait avoir plusieurs types d'inférences
et que ces inférences, on va les appeler aussi un synonyme, c'est des heuristiques ou des raccourcis cognitifs. Donc, au lieu d'avoir tout ce processus, ce cheminement logico-rationnel, ben, on va se dire, ah non, moi, je court-circuite tout ça, et si je vois ça, si je vois cet indicateur, c'est que ça va automatiquement dire ça. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais c'est ce que vous croyez. Donc, un prix plus élevé, pour moi, ça signifie que le produit doit être meilleur. Fait que je magasine dans un magasin donc grande surface, les prix doivent automatiquement être meilleurs, ou parce que ça vient d'un certain pays, l'effet du pays d'origine, ça doit être meilleur. Il n'y a aucun de ces éléments qui est nécessairement vrai. Ça peut être vrai, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Mais vous avez décidé que c'était vrai, et ça, c'est ce qu'on appelle des inférences. Vous inférez ces informations-là. OK? Donc, quelques autres exemples. Et cette question de catégorisation est importante aussi. C'est que pour que votre monde ait du sens, pour pouvoir interpréter les stimuli dans votre environnement et pour pouvoir caser ça dans votre mémoire comme il faut, où vous allez après ça rebondir et dire, OK, je pense que je reconnais ce stimuli. Bon, on va parler de catégorisation. On va parler de, par exemple, quand je rentre dans un supermarché, où se situe le lait. Donc, moi, quand je rentre, j'ai une façon de catégoriser l'aménagement d'un magasin. Lorsque le lait n'est pas au fond à gauche ou au fond à droite, ben, je me trouve à être frustré. Alors, cette catégorisation peut se faire à plusieurs niveaux. Donc, ça, c'est important de comprendre et de relire. Et c'est important de comprendre aussi que très souvent, cette catégorisation va se faire en fonction de ce que je sais déjà. Donc, je vais le comparer à des éléments que je connais. D'accord? Donc, on s'était donné encore là plusieurs exemples et on avait parlé en bout de ligne des émotions. Donc, je ne m'y attendrai pas trop. On avait abordé la question des attitudes, donc une autre composante ici de ce facteur interne, et on dira que ces attitudes se composent de dimensions cognitives, émotionnelles et comportementales. Donc, cognitive, c'est ce que je pense, émotionnel, c'est ce que je ressens, et comportemental, c'est ce que je fais. Et que ce modèle tridimensionnel nous enseigne que, bon, ces trois éléments devraient travailler ensemble, mais que très souvent, on réalise que finalement, ce n'est pas nécessairement le cas. Okay? Et que parfois, en étudiant ces éléments-là, on peut identifier pour quelles raisons les consommateurs pourraient avoir une attitude négative envers nous ou envers notre marque. Donc, comment justement affecter ou changer cette attitude? Bon, on mentionnera que ça dépend du degré d'implication des gens. Et on disait que si les gens sont en forte implication, que très souvent, de leur lancer des petites chansons ou des imageries, ce n'est pas suffisant. Les gens cherchent des faits, ils cherchent à vouloir discuter des attributs déterminants. Et donc, on va nourrir le cerveau des gens. On va avoir une approche plutôt cognitive, pendant que si les gens, eux, se sentent, leur degré d'implication est faible, mais qu'ils ont une attitude négative envers nous, par exemple une barre de chocolat, à ce moment-là, je vais souvent utiliser de l'imagerie, je vais utiliser des chansons, des éléments qui sont plutôt périphériques pour essayer de changer cette attitude. Et ultimement, nous avons parlé aussi de la théorie de la dissonance cognitive, un concept très important où essentiellement j'ai une incohérence, une opposition entre mon attitude et mon comportement. Et que les êtres humains ne peuvent pas vivre avec ce genre de stress. Et dans une dissonance cognitive, les gens vont régler ce stress. Et on s'était donné l'exemple des cigarettes, par exemple, et évidemment des exemples en magasin. Donc, très important de comprendre cette théorie-là parce que les consommateurs se trouvent très souvent en dissonance cognitive et c'est la raison pour laquelle les gens, comme on a fait en classe, vont aller vérifier le prix des produits même après qu'ils l'aient acheté. Donc, ils ont un doute, ils ont une attitude tout d'un coup un peu moins positive ou encore même négative par rapport à leur décision, mais ils l'ont acheté le produit. Alors là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors, généralement, les gens vont régler ça, soit en se convainquant que leur attitude finalement n'est pas la bonne et que, bon, ils ont acheté le bon produit, ou encore, ils vont se dire que non, mon attitude est la bonne et mon comportement n'était pas approprié et vont ramener le produit au magasin, ce que l'on ne veut pas, idéalement. Donc, il y a des théories pour aborder ça et vous pourrez les réviser également. OK? Donc, on passe aux variables psychologiques. Donc, on comprend que l'identité, le concept de soi est important, que le concept de soi est essentiellement la différence entre la façon que je me vois et la façon que j'aimerais me voir, et que plus cet écart est grand, plus que j'ai donc une estime de moi-même qui en est affaiblie.
et que parfois, très souvent, c'est ce qu'on va voir dans la communication marketing. On va essayer de nourrir cette différence pour ensuite tenter de le satisfaire avec des produits ou des services. Donc, important de voir comment les gens se voient, parce que les gens sont essentiellement des acteurs sur une scène, comme des acteurs, et vont, comme des acteurs, porter les habits et utiliser les objets pour jouer un rôle. Donc, c'est important pour nous de comprendre comment ils se sentent face à eux-mêmes et quelle identité ils cherchent à projeter aux autres, mais aussi à eux-mêmes dans le miroir. On a parlé des valeurs qui peuvent être dominantes dans un processus décisionnel et aussi la façon que les gens passent leur temps et dépensent leur argent, qui sera un peu plus le style de vie. Et que très souvent, c'est un indicateur d'un certain comportement parmi les gens qui ne partagent pas nécessairement des valeurs ou des dimensions sociodémographiques. Donc, hommes, femmes, riches, pauvres, milieu urbain ou milieu rural, sont tous, ils partagent un certain style de vie. Donc, c'est ça qui va les regrouper, et malgré la différence des autres variables dans ce même segment. Donc, les influences externes se déclinent dans les groupes de référence, donc les groupes vers qui on se tourne, qui peuvent être réels ou imaginaires, vers qui on cherche à comprendre quel devrait être le bon comportement. Et la source de l'influence ici, elle est différente en fonction des trois différents influences que l'on peut subir. On y revient dans un instant. Donc, la culture, ce sont les traditions, les rituels, donc, par exemple, les normes qui sont communiquées dès votre naissance. Et donc, les gens qui partagent une certaine culture vont très souvent voir leur comportement être dominé par cette culture. Et parmi cette culture, on peut retrouver des sous-groupes, et on appellera ça des sous-cultures qui se comportent de la même façon, mais de façon distincte entre chaque sous-groupe parmi un même groupe culturel. Donc, pour revenir à ces groupes de référence, essentiellement, de quoi parle-t-on? On parle de pouvoir. Hein, on parle d'un certain pouvoir que vous donnez à autrui. Et ce pouvoir peut être relativement faible, comme il peut être très fort. Et la question, c'est pourquoi vous donnez ce pouvoir? Dans le premier cas, c'est parce que ces gens-là ont un certain secret que vous n'avez pas. Ils ont une certaine expertise dont vous ne disposez pas. Comme par exemple, un professeur de marketing, un enseignant en marketing peut avoir certaines connaissances. Une personne, par exemple, religieuse, un prêtre, un imam, un rabbi peut avoir certaines informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre justement des valeurs spirituelles. Bon, et alors vous vous tournez vers ces gens-là parce qu'ils ont quelque chose à communiquer, mais leurs influences se terminent là. D'accord? C'est une influence informative. Et donc, la base de ce pouvoir, ou pourquoi vous leur donnez, c'est l'expertise de la personne. Dans le cas de l'influence, dans le cas de l'influence comparative, mais là, on se compare à des gens qui nous ressemblent un petit peu, et ce qu'on cherche, c'est leur réaction, de voir un peu s'ils seraient prêts à nous accepter dans leur groupe. Et très souvent, ces gens-là vont nous ressembler, ils vont juste semblent être un peu plus heureux que nous. Et finalement, l'influence normative, bien là, c'est très intéressant. Ici, vous subissez l'influence de gens autour de vous, très souvent dans des groupes informels, ce qui est intéressant à étudier, parce qu'ils n'ont pas vraiment un pouvoir formel sur vous, mais vous leur donnez quand même un certain pouvoir sur la façon que vous habillez, la façon que vous comportez, parce que ces gens-là, pour une raison ou une autre, ont la capacité de vous récompenser ou de vous punir. Et la récompense ou la punition, c'est l'inclusion ou l'exclusion donc du groupe de référence, donc du groupe social. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est la pire punition ou la plus grande récompense que l'on peut subir. OK? Et certaines influences contextuelles ou situationnelles, donc l'humeur, évidemment, peut en être une. Comme on mentionne ici, c'est un état temporaire. Donc, on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, mais ça peut être quand même quelque chose qui peut être qui peut être quand même assez fort, qui peut être positif ou négatif. Le temps dont nous avons peut avoir une influence sur le comportement d'achat. Donc, parfois, on achète des produits qui ne sont pas parfaitement appropriés pour nous, mais parce qu'on n'a pas le temps de nécessairement faire la recherche, on a besoin du produit immédiatement. Et comme je mentionnais tout à l'heure, l'environnement physique et social dans lequel on baigne. Pensez à des cafés Starbucks qui coûtent beaucoup plus cher, mais je paye ce montant parce que ça me permet de vivre une expérience que les cafés de Tim Hortons ne me permettent pas de vivre. En contrepartie,
parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais aller acheter du café à Tim Hortons. Ça prend moins longtemps. Ça va? Alors, c'est notre chapitre sur le comportement du consommateur. Et si l'on continue avec donc, notre chapitre sur la segmentation, donnez-moi juste un petit instant. Donc, là. Donc, j'ouvre nos planches pour la segmentation. Donc, la segmentation, je la compare très souvent donc, à une pizza. Donc, vous comprendrez que par nos analogies en classe, que la segmentation, c'est essentiellement la même chose. Donc, vous avez une pizza qui arrive chez vous et donc, vous l'amenez dans la cuisine et vous devez la découper. Alors, quand vous la découpez, avant de la servir aux amis, la question, c'est quand vous la découpez, vous la découpez en tranches. Chacune de ces tranches, c'est l'équivalent d'un segment de marché. Et après ça, la question, c'est quelle tranche allez-vous mettre dans votre bouche? Et donc, la tranche, bien entendu, généralement, pour la plupart des étudiants et étudiantes, certainement pour moi, c'est la tranche qui est la plus grande. En marketing, la tranche que vous allez mettre dans votre bouche, c'est-à-dire le segment que vous allez choisir de cibler et de servir, c'est généralement donc le segment qui est le plus rentable. Et on définira les 5 conditions de rentabilité dans un instant. OK? Donc là, on est dans les stratégies, on est dans la création de la valeur, autant pour les consommateurs en les identifiant dans le bon segment, autant pour l'entreprise pour pouvoir bien les desservir. D'accord? Donc, la segmentation, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est le découpage d'un marché en plusieurs parties, parce que les gens qui se retrouvent dans une partie se ressemblent, ils sont homogènes entre eux, et les gens dans un autre segment sont homogènes entre eux, mais les deux segments sont hétérogènes, sont différents. Maintenant, qu'est-ce qui rassemble un groupe et un autre groupe et qu'est-ce qui les rend différents? On parlera de catégories de segmentation et les variables sous-jacentes. Donc, nous avons toutes ces catégories avec lesquelles travailler. La question, c'est de choisir la bonne. Vous comprendrez par les exemples que nous avons montrés en cours que si vous choisissez la mauvaise catégorie de segmentation, c'est-à-dire si pour vous, votre vision, c'est de diviser le marché avec la mauvaise variable, vous allez identifier un segment qui n'existe pas et vous allez cibler une clientèle qui n'a pas besoin de vos produits. Donc, c'est une grande décision stratégique et donc mérite une bonne réflexion. Donc, voici les différentes catégories et parmi toutes ces catégories, vous avez des variables. Donc, c'est important de comprendre et de mémoriser le vocabulaire ici et de savoir que, par exemple, dans la segmentation sociodémographique, on va retrouver âge, sexe, revenu, cycle de vie de famille, donc profession et ainsi de suite. Et pour chacune de ces catégories, donc de bien saisir quelles sont les variables appropriées et de pouvoir les reconnaître ou encore de donner donc des exemples. Donc, je vous invite à relire donc chacun de ces éléments-là. Segmentation psychographique, par exemple, c'est où on va étudier les activités, les intérêts, les opinions des gens, on va inclure les valeurs et ainsi de suite, pour se faire une idée qui est parfois beaucoup plus révélatrice que des variables sociodémographiques que l'on va choisir parfois parce qu'elles sont légitimes, mais parfois parce que c'est juste facile. Alors, on peut identifier des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'en ont pas. Donc, on peut identifier les gens par leur genre ou la façon qu'ils se voient, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas très, très compliqué, mais parfois, c'est pas très révélateur de leur comportement et on ne pourra pas prédire leur comportement avec ces variables. C'est la raison pour laquelle on se tourne vers d'autres donc catégories, comme par exemple donc, le style de vie, les variables psychographiques et ainsi de suite. D'accord? Segmentation comportementale, donc c'est une autre catégorie très importante, c'est essentiellement le besoin. Hein? Donc les besoins, les attentes, situation d'usage, donc on a plusieurs variables ici, mais c'est la raison qui pousse les gens à agir comme ils le font. Encore le comportement. Et donc, c'est une composante très importante et se retrouve très souvent dans une des variables que nous allons choisir pour identifier le segment donc, du marché tel qu'il est. Okay? Segmentation par volume et profit réalisé, c'est la question de séparer les clients qui sont peut-être plus profitables des autres, qui nous donnent plus de revenus que les autres, et dans certains cas, de larguer certains clients ou en tout cas de trouver des façons de peut-être les ramener vers des clients plus profitables. On a certaines variables qui sont spécifiques à un marché, comme je l'ai mentionné en classe. Et après ça, on peut combiner ces variables-là. On sait que de choisir juste une catégorie avec une variable, c'est de dire que, je cible, par exemple, des étudiants. Bon, des étudiants. Mais étudiants, c'est profession, donc c'est sociodémographique.
Mais si je ne cible que des étudiants ou si je segmente le marché simplement par étudiants, donc je pourrais dire au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, au cégep, par exemple, ça présume que les étudiants qui sont au baccalauréat ont tous les mêmes besoins, ont tous le même style de vie. Donc, on partage les mêmes valeurs ou les mêmes activités, intérêts, opinions. Est-ce que c'est vrai? Probablement pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais devoir rajouter d'autres variables, donc, ou d'autres catégories et donc des variables sous-jacentes pour mieux redécouper ça, pour que ce soit un peu plus précis. Et donc, c'est la combinaison de ces variables, comme vous le voyez ici. Et donc, l'exemple qu'on s'est donné, assez drôle, en classe. Donc, on mentionne également que cette segmentation peut se faire que se fait par les entreprises exactement, de la même façon, avec certaines variations, donc que je décris dans les PowerPoint ici. Okay? L'exemple qu'on s'est donné. Donc, finalement, la question, c'est est-ce que le segment que vous avez identifié en vaut la peine? Ben, si je reviens à mon exemple des pointes de pizza, ben, la pointe de pizza qui est la plus grosse, elle est facile à identifier. Je la vois. Okay? Elle est juteuse, elle est délicieuse, elle est grande, elle est wow! Dans le cas de segmentation, ce n'est pas très, très compliqué. Est-ce que le segment est suffisamment rentable pour moi de cibler cette clientèle-là? Ben, la question, c'est qu'est-ce qui la rentable? Qu'est-ce qui la rend rentable plutôt? Ben, la première chose, c'est qu'il doit y avoir assez de gens dans ce segment. Il doit y avoir aussi une grande, ou du moins une croissance. Donc, il doit y avoir plus de gens ou plus de dépenses dans ce segment, dans la dernière année que l'année précédente. À quoi ça sert de cibler un segment qui est décroissant donc à chaque année? Il faut que je puisse avoir accès à ces gens-là. Il faut avoir et donc cette question d'accessibilité pour pouvoir rejoindre cette clientèle-là. Bien entendu, si ce segment il est rentable, je ne suis peut-être pas le seul à l'avoir vu. Donc, il y a des concurrents qui sont en train de jouer là-dedans. La question, c'est est-ce que cette situation concurrentielle fait en sorte qu'il n'y a pas assez de place pour un autre joueur? Donc, il faudra faire attention. Parfois, on va avoir juste un concurrent, et on se dit, ah, ben, il y a juste un concurrent, je vais y aller. Mais ce concurrent a peut-être un monopole, a peut-être des raisons pour lesquelles il contrôle donc ce marché, par exemple, et contrôle, par exemple, l'espace tablette dans un magasin. Dans certains cas, je vais avoir beaucoup de concurrents, puis je vais dire, ah, ben, j'y vais pas. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, la concurrence est vraiment morcelée ici. C'est tout plein de petits compétiteurs, et puis peut-être qu'il y a de la place pour vous. Et finalement, le coût d'adaptation est très important ici. C'est-à-dire que si la taille est au rendez-vous, la croissance, et je suis capable de rejoindre, et il n'y a pas trop de monde en termes de concurrents, la question, c'est, tout ça, c'est bien, mais est-ce que je dois changer ma façon de faire pour aller cibler cette clientèle-là? Quel est mon coût d'adaptation? Et l'exemple que je donne en classe, c'est que si je vais en ligne et que je réalise que ces consommateurs, comme à peu près 80% des consommateurs encore en 2024, cherchent à acheter leurs produits dans un magasin ou à tout le moins d'évaluer la qualité parce qu'ils veulent y toucher. La question, c'est est-ce que j'ai les compétences pour ouvrir des magasins ou encore de développer des relations avec des détaillants? Quel est mon coût d'adaptation? Est-ce que je dois engager des gens? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais si c'est moi qui ouvre des magasins? Est-ce que je sais où devrais-je ouvrir des magasins? Quelle devrait être la superficie du magasin? Comment aménager l'intérieur? Quel personnel devrais-je engager? Et plus que ce coût d'adaptation est élevé, c'est-à-dire plus que la rentabilité en est minée. Donc, même si les 4 éléments sont là, ce coût d'adaptation risque de me faire repasser ma décision. Ça va tout le monde? OK, donc quelques exemples ici. OK? Et donc, finalement, on revient pour finir ce chapitre au type de ciblage. Donc, maintenant que je sais qu'il y a plusieurs segments, la question c'est est-ce que je veux les cibler tous ou est-ce que je vais juste en cibler un ou encore peut-être 2 ou 3 là-dedans? Donc, est-ce que je vais délaisser certains segments? Donc, on parlera que la segmentation la plus large, la moins ciblée, la moins précise, c'est le marketing agrégé. C'est ce qu'on appelle en anglais du mass marketing. Essentiellement, donc, j'ai le même mix marketing pour tous les segments. Et on arrive dans un exemple. Après ça, on a le marketing segmenté, qui est plus précis, où mon approche de commercialisation est plus spécifique pour chaque segment. Le marketing de créneau, où je vais cibler un segment beaucoup plus petit, où les besoins sont beaucoup plus criants, où les gens sont mal desservis par mes concurrents. Et finalement, un marketing personnalisé, qui est évidemment le plus précis, où je cible essentiellement juste une personne. Donc, marketing agrégé, je réalise qu'il y a, dans l'exemple qui nous concerne ici,
Donc, j'ai 5 segments de marché. Et même si je réalise que dans ces segments, par exemple, le premier segment, c'est des gens qui font 20 à 40 000 et les deuxièmes font 40 à 60 et l'autre, c'est 60 à 80 et ainsi de suite, ou qu'un habite en milieu rural et l'autre en milieu urbain. Je reconnais que les segments sont différents. Je reconnais qu'ils sont homogènes entre eux, mais différents entre chaque segment. Mais peu importe, ils reçoivent tous le même traitement. C'est l'exemple de Walmart. Peu importe où vous habitez, peu importe quel est votre genre, peu importe quelle est votre profession, peu importe quel est votre revenu, peu importe quel est votre besoin spécifique, tant et aussi longtemps qu'ils ont le produit, tout le monde reçoit le même produit, ils doivent tous venir dans les mêmes genres de magasins, ils vont tous payer le même prix et tout le monde va subir la même communication marketing qui est essentiellement ici qu'on est en train de réduire les prix avec le petit bonhomme sourire. Ça va? Dans la question de marketing segmenté, vous verrez que c'est le même nombre de segments, mais que ici, contrairement donc au marketing agrégé, chaque segment va recevoir un traitement unique. Et dans ce cas-ci, donc le mix marketing va changer d'un segment à un autre. Le mix marketing n'a pas besoin de changer pour les 4 éléments du mix marketing. Donc, dans certains cas, il s'agit juste de modifier peut-être juste le produit ou encore peut-être une combinaison de produits-prix. Ça peut être les 4, mais il doit y avoir au moins une modification du mix marketing. Mais ici, je reconnais, je cible tous les segments, mais avec une offre commerciale qui est distincte où je fais varier au moins un élément du mix marketing. Encore un exemple de marketing segmenté, mais où j'ai délaissé 2 segments. Et comme plusieurs d'entre vous en classe l'avaient évoqué, la raison pour laquelle j'évoque, c'est-à-dire que je ne cible pas 2 segments qui existent dans le marché, c'est que ces 2 segments ne sont pas, en apparence, suffisamment rentables pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une ou 5 des dimensions de la rentabilité ne sont pas satisfaites. OK? Marketing segmenté, je peux segmenter, donc je peux cibler juste un segment parmi ces 5-là. Et vous voyez ici, pour certains produits très, très spécifiques. Marketing de créneau, ce sont des consommateurs, comme on a vu en classe, dont les besoins sont tellement spécifiques, tellement différents, tellement uniques, que ce sont des consommateurs où il y a moins de consommateurs, mais que c'est des consommateurs qui, toutes choses étant égales par ailleurs, sont prêts à payer plus cher si vous êtes capable de régler le problème. Et donc, je vous avais donné l'exemple en classe de l'entreprise Everything Left Hand, donc une entreprise qui vend des produits juste pour les gauchers, et on le sait, que les gauchers représentent à peu près seulement 5 du marché, ce qui veut dire que vous excluez 95 du marché. Mais en contrepartie, si vous êtes capable de satisfaire leurs besoins, vous allez généralement être capable de vendre votre produit à un prix plus élevé, ce qui devrait vous compenser pour la perte d'économie d'échelle en ciblant donc un segment plus petit. Et pour bien comprendre le problème criant des gauchers, je vous avais mentionné que essayer mes droitiers, de couper une feuille de papier, donc en gardant les ciseaux dans la main gauche ou en ouvrant peut-être une boîte de conserve en inversant vos mains. Et là, vous comprenez les problèmes précis que vivent donc les gauchers sur notre planète. OK? Donc, un exemple de marché internationaux où j'ai besoin de cibler plusieurs segments parce que le segment dans mon pays n'est pas nécessairement assez grand. Et le marketing personnalisé qui, avec, par exemple, l'impression 3D, avec l'intelligence artificielle qui nous permet vraiment de cibler de façon très précise les gens, une combinaison de facteurs permet de développer un mix marketing qui se veut précis à un individu. Ça va? Et dans certains cas, on va avoir besoin de recibler, donc de recalibrer mon ciblage. Pourquoi? Parce que, vous le comprendrez, donc le segment du marché que je cible actuellement n'est plus rentable. Exactement, vous l'avez deviné. OK? Donc, on va suivre des tendances dans le marché ou qu'un autre va être peut-être plus rentable. Donc, ça couvre ce chapitre sur la segmentation. Donc, donnez-moi juste un petit instant. Et je vais partager donc le dernier de nos planches ici. Donc, un tout petit chapitre, mais non pas moins important, sur donc, le positionnement et la différenciation. Donc, je le partage. Donc, nous voilà.
OK? Et donc, on avait mentionné que le positionnement revenait encore dans cette création de valeur, où on regardait comment on positionne une marque existante ou actuelle et comment on pouvait se différencier dans le marché. On avait mentionné que le positionnement, c'était la place qu'on occupe dans la tête et le cœur des consommateurs et que, idéalement, que l'on se donne un élément de différenciation, mais que tout ça, ça se calcule ou se considère en fonction des entreprises concurrentielles et qu'à partir de cette stratégie de positionnement, que l'on est en train de créer une identité pour la marque qui peut se présenter même sous une forme de personnalité. Donc, on s'est donné une façon de positionner sur le marché actuel une marque existante ou donc actuelle ou nouvelle. Et que ce qu'on cherchait, ce qu'on voulait savoir, c'est avant tout quel était le positionnement souhaité de l'entreprise. Donc, quelle place souhaitez-vous occuper dans la tête et dans le cœur des gens? Et on voulait étudier après ça, est-ce que c'est le positionnement que perçoivent les consommateurs? Donc, est-ce que c'est le positionnement réel, tel que vu par les consommateurs? On va se donner un outil pour le faire. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises qui se positionnent parfaitement bien, dont, par exemple, Apple, qui se positionne parfaitement sur la facilité d'utilisation, le ease of use, le plug and play. Donc, il n'y a pas d'écart ici entre donc, le positionnement souhaité de l'entreprise et le positionnement réel, contrairement à d'autres entreprises où ce positionnement est problématique, où les gens ne voient pas l'entreprise, ne voient pas ses produits comme l'entreprise le souhaiterait. Et c'est réellement, évidemment, un problème stratégique pour l'entreprise. Et si une entreprise souhaite mesurer ça de façon visuelle, on pourra se créer une carte perceptuelle. Une carte perceptuelle, c'est une représentation donc graphique ou visuelle de la façon que notre marque se positionne dans l'esprit des consommateurs. Donc, on regarde le positionnement réel en fonction d'attributs qui sont déterminants pour les consommateurs et sur lesquels j'espère pouvoir concurrencer, donc me donner un avantage concurrentiel. Donc, une carte perceptuelle, on va placer notre marque telle qu'elle est vue par les consommateurs sur ses attributs déterminants, mais on va placer aussi les concurrents très importants. Sans les concurrents, une carte perceptuelle peut être relativement inutile. Donc, on va voir s'il y a un écart déjà entre la façon que les gens nous perçoivent et la façon qu'on souhaite être perçu, donc le positionnement actuel désiré ou notre positionnement réel, et on va voir comment les compétiteurs sont positionnés aussi, et parfois, ça va nous révéler quelques opportunités, comme on a vu avec notre exemple. Les conditions d'un bon positionnement, comme on le voit, Red Bull, il n'y a pas de doute que c'est clair. Alors, Red Bull vous donne des ailes ou de l'énergie. Donc, c'est essentiellement, c'est un boost d'énergie. Donc, dans toutes les campagnes de commandite, de sponsorship de Red Bull, on voit continuellement cette question d'énergie, cette question d'enthousiasme, d'effort soutenu. Donc, il est clair, il est cohérent avec la cible, évidemment, donc les gens se reconnaissent dans la marque. Il représente une valeur, bien entendu. Donc, avec Red Bull, je suis capable de travailler plus fort, étudier plus fort, jouer au golf plus longtemps, et ainsi de suite. Communiquer sans confusion. Donc, très important de garder ça court et succinct. Et constant dans le temps et constant à travers toutes les activités que je vais faire. Donc, de répéter, un peu comme Volvo fait avec toutes les questions quand elle répète que c'est des questions de sécurité. Ça va? Et finalement, donc, tout ça nous mène aux éléments de différenciation. Comment se distinguer de nos concurrents en fonction de ces attributs, donc déterminants? Bien entendu, on le fait avec les outils dans notre carré de sable comme gestionnaire en marketing. Donc, ce sont nos éléments des 4P auxquels on pourra rajouter le service à la clientèle. Et n'oubliez pas que le produit, c'est beaucoup plus que le contenu. Parfois, c'est le contenant et parfois, c'est les éléments périphériques. Ça peut être la garantie et le service à la clientèle qui peuvent essentiellement nous donner cet élément de différenciation pendant que vraiment le besoin de base, on le satisfait de la même façon que tous nos autres concurrents. Donc, il faut chercher justement des opportunités ici. Ça peut être la distribution. Est-ce que je rends mon produit disponible partout? Est-ce que je donne une belle expérience en ligne? Est-ce que mon prix, est-ce que je me base sur le prix ou est-ce que je me base parfois sur d'autres éléments du prix, tout comme dans la communication marketing? Donc, pour me donner un avantage distinctif, concurrentiel et mémorable. Et évidemment, le service à la clientèle que j'aime peut-être rouler à l'intérieur de la section de prix ou voire même distribution. Dans les deux cas, est-ce que ce service à la clientèle peut rehausser donc, la perception donc, de notre marque et nous donner un avantage
concurrentielle. Ça va? Et donc, ultimement, tout ça, ça va mener à un énoncé de positionnement que l'entreprise va publier sur son site Web pour que les gens sachent comment l'entreprise se positionne dans l'esprit des consommateurs, comment elle offre un concept qui est distinctif et comment elle justifie ça. Donc, vous avez l'énoncé de positionnement ici pour l'entreprise Amazon et l'entreprise Nike. Donc, essentiellement, ce sont les éléments, donc je vais arrêter de partager. Donc, ce sont les éléments qui reviendront donc à l'examen intra. Donc, vous voyez que quand même, beaucoup de ces éléments-là touchent votre réalité. Vous reconnaissez comme consommateur, mais il y a quand même des aspects théoriques, des aspects en termes de cadrer comme il faut. Donc, par exemple, donc, tout le processus décisionnel avec des facteurs d'influence et donc les autres éléments aussi, qui vont exiger de vous une bonne révision, mais j'espère que cette vidéo va venir vous accompagnera dans cette révision et vous permettra de bien réussir donc ce premier examen. Alors, bon visionnement et bon examen. Au plaisir. Au revoir.